Vous ne prenez jamais assez de départ. Tous les jours, vous devriez en faire de 15 à 20. Tous les jours. À vos marques. Prêt. Pierre Blois. Je suis né le 7 juillet 1927 et je suis maintenant retraité. Je suis parisien, enfin exactement Saint-Mandéen. C'était un petit village à l'époque quand j'étais enfant puisque j'allais chercher mon lait à la ferme. Maintenant, je crois que la ferme est loin. Les vaches étaient dans le bois de Vincennes, à l'endroit où il y a le zoo. Et puis donc, moi j'ai passé mon enfance là, vers 5 ans, l'âge de 5 ans. Mon père travaillait au métro à l'époque. Et il y avait la possibilité pour les enfants du métro d'aller à la Croix de Berny, de faire du sport. Et puis bon, on faisait toutes sortes d'activités plutôt ludiques que sportives. Bon, enfin, ça m'a déjà donné le goût. Puis progressivement, en vieillissant, j'ai découvert l'escrime. Et puis un jour, c'était pendant la guerre, on n'avait pas du bon matériel. Mon fleuret qui était mal moucheté est passé au travers du masque de mon meilleur copain. Et je lui ai touché l'œil, sans dégâts. Je me suis dit, c'est un sport dangereux, j'arrête, et je suis allé à la gym. Et donc, j'ai commencé la gym, je devais avoir 13 ans à peu près. Et puis, j'en ai toujours fait jusqu'à je ne sais quel âge, compétition. J'étais 4 ans champion de Paris en universitaire. Comme beaucoup de jeunes gymnastes, on évolue, c'est-à-dire qu'on commence à prendre des responsabilités, on entraîne les pupilles. Les pupilles, ce sont les jeunes. C'est un terme assez curieux, mais enfin, la gym a toujours eu des termes curieux pour définir ces compétitions et ces choses-là. Et donc, j'avais les pupilles, puis progressivement, pendant de l'âge, je me suis occupé des adultes. Là, j'ai quitté la Saint-Mandéen parce que j'ai déménagé sur Bray-sur-Marne. Et là, je me suis occupé du réveil de Nogent. Je voulais être prof de gym. Et puis, j'ai pris l'orientation pour le faire. À cette époque-là, j'étais élève au lycée d'Arsonval à Saint-Maur. Et le prof de gym de là-bas faisait venir, était conseiller pédagogique et faisait venir des gens de l'ENSEP qui venaient, des étudiants en éducation physique. À leur contact, ça je me suis encore plus motivé. J'ai donc passé le concours de l'IREP à la Crotelle. Et puis, je m'étais dit, je vais quand même passer le monitorat. Et j'avais demandé à être auditeur libre pour pouvoir travailler le physique à la Faisanderie, à Joinville, et faire mes cours théoriques à l'IREP. Mais ça, on m'a dit non, c'est pas possible. Alors donc, j'ai laissé tomber, j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre, et j'ai suivi donc tous mes cours à l'IREP. J'ai été reçu à l'INSEP. En plein cœur du bois de Vincennes, s'étend l'Institut national des sports, l'INS. Mon objectif, c'était de pouvoir travailler avec le prof qui s'occupait justement des agrès, qui s'appelait Lemaine, qui est un breton d'ailleurs, et qui était un acrobate de très grande valeur. Ce que je voulais, c'était travailler avec cet homme-là, j'étais sûr que j'allais faire énormément de progrès. Et puis donc, c'était ces deux jours qui l'a remplacé, Médée de Joux. Alors j'ai fait mes 2 ans à l'ENSEP. Monsieur Depreux visite les établissements supérieurs d'éducation physique et de sport. À la Faisanderie, les futurs professeurs, les futurs maîtres d'éducation physique sont à leur tour présentés au ministre qui les incite à prendre conscience de leur mission plus nécessaire que jamais dans la France actuelle. Puis après j'ai été nommé au lycée. J'ai d'abord commencé avec le lycée de Chalon-sur-Marne. Puis après je voulais me rapprocher de Paris. Donc après j'ai été à Fontainebleau et puis ensuite j'ai eu ma mutation sur Nogent. À ce moment-là j'avais été contacté pour être conseiller pédagogique pour les élèves de l'ENSEP, pour les étudiants de l'ENSEP. Donc j'emmenais mes élèves à l'ENSEP. Ça permettait aux jeunes étudiants d'être dans des conditions réelles d'enseignement. Et puis donc, tout doucement, j'ai pris contact. Et puis un jour, le poste d'agrès s'est trouvé libéré. Le directeur m'a demandé si je voulais venir assurer les cours des premières années. J'ai dit, moi je veux bien, mais je venais en heures supplémentaires. C'est-à-dire j'étais toujours prof au lycée et je venais assurer quelques heures par semaine à l'ENSEP. À côté de l'Institut national des sports, se trouve l'École normale supérieure d'éducation physique, qui forme pendant 3 années les futurs professeurs recrutés au concours. Exercices d'assouplissement, exercices naturels, formation sportive,
toutes les spécialités d'éducation physique viennent s'ajouter aux études théoriques et intellectuelles. Puis le poste devenu officiel, c'était plus un heure supplémentaire. On m'a dit, est-ce que tu es attiré par le poste? J'ai postulé et donc j'ai été admis comme professeur d'agrès à part entière. Et alors là, chose amusante, le jour où je suis allé signer mon papier comme quoi j'étais pris comme prof, l'un de mes collègues qui me dit, va voir dans le gymnase, il y a quelque chose qui va t'intéresser. Alors je vais voir dans le grand gymnase, et qui avant était une salle de sport co. Et qu'est-ce que c'est? Je vois un truc emballé. Avec le collègue, on le déballe et c'était un trampoline. Autrement dit, le trampoline, il est arrivé en même temps que moi à l'ENSEP. Je suis plus ou moins sur les pieds, on a monté nos ressorts et j'ai commencé à faire des petits trucs. Ce que ça va faire, la première chose que fait un gym, c'est de faire des saltos, quoi. J'ai fait des saltos, je me suis retrouvé par terre d'ailleurs. Et je me suis dit, oh là là, il faudra faire attention à ce truc-là. Et alors, avec le trampoline, il y avait un mode d'emploi. C'était un livre qui était très amusant, je crois qu'il s'appelait 3 secondes de liberté. C'est des photos qui sont tirées de films de cinéma et que l'on feuillette comme ça. C'est un peu comme on faisait quand on était gamin, des petits dessins animés comme ça. Alors donc j'ai appris comme ça et puis bon, bah, j'avais quelques jeunes étudiants qui étaient mordus par le trampoline que j'avais un petit peu amené avec moi. Puis tous les soirs, après les cours, on s'amusait à faire du trampoline. Et puis un jour, j'ai appris, c'est Vives qui m'avait dit ça. Parce qu'à cette époque-là, je travaillais déjà à la revue EPS comme photographe, et puis comme je faisais des articles sur la gym. Il me dit, tiens, il y a un stage de trampoline à Macolin, en Suisse, à l'école d'éducation physique et sportive. Et ce cours était dirigé par un dénommé Kurt Bechler. Kurt Bechler, qui en fait est un Suisse, qui a travaillé pour Nissen, et qui était le dépositaire Nissen en France. Il sortait son trampoline de la voiture, il l'installait, il faisait sa démonstration, distribuait des papiers pour vendre son trampoline. Et là, chose amusante, c'est Justin Tessier et Henri Sétour, qui collaborait d'ailleurs à la revue d'éducation physique et sport, qui se sont dit, mais c'est formidable cet engin-là, ça devrait pouvoir rendre service dans la préparation physique de beaucoup de nos athlètes. Il a donc commandé un trampoline, et c'est ce trampoline qui est arrivé en même temps que moi, quoi. Pendant ce stage, exactement, j'ai rencontré un Français, parisien, qui était le moniteur des Suisses de Paris et qui s'appelle encore Bernard Hamon, qui me dit voilà, il me dit j'ai créé une fédération avec quelques copains, est-ce que tu veux venir avec nous pour développer cette fédération? Étant donné que tu es prof, tu pourrais nous aider pour la formation. Bah, je dis tout à fait d'accord. Et puis il y avait des cours qui étaient déjà mis en route. Et puis il m'avait demandé, ben, tu viendras assister, tu me diras ce que tu penses des cours. Il y a un dénommé Scherfils, qui était un ancien entraîneur de plongeon, qui faisait ces cours-là. C'était bon. Disons que lui avait dû faire des cours pendant 2-3 mois, et moi j'ai pris la suite, et puis bon, bah, ça n'a pas arrêté. Et tous les gens qui actuellement font du trampoline, sauf les très jeunes, tous ces cadres-là, c'est moi qui les ai formés. J'avais un étudiant canadien qui se débrouillait bien. C'est là que j'ai eu également Georges Rivoile, qui est devenu d'ailleurs un DTN, après avoir été conseiller technique régional sur la Bretagne. On estimait qu'on était une fédération, en fait on était un grand club. Et au niveau du ministère, il fallait obtenir toutes les autorisations, la délégation de pouvoir. Et ça a été très très difficile à obtenir, quoi. Alors on ne pouvait même pas avoir de CREPS pour faire nos stages. Et alors c'est là où j'ai eu un coup de chance formidable. Vives me dit, ben, on va faire ça dans le cadre de l'amicale de l'ENSEP. Et tous les stages qui sont organisés au début, se faisaient souvent à Reps de Poitiers sous la responsabilité de l'amicale de l'ENSEP, des anciens élèves de l'ENSEP. Et alors c'était très important parce que ça me permettait de toucher énormément de personnes. En plus de ça, des enseignants, donc de ma profession, des gens déjà d'une certaine compétence au niveau technique, au niveau sportif, et puis d'un certain esprit aussi, parce que ça c'est important. Donc moi j'ai continué à être prof jusqu'en 73 ou 14, tout en étant président technique, directeur technique, mais pas national, puisque c'était fédéral. Et donc l'ENSEP s'est arrêté.
Et le ministère, bon, s'est posé la question pour les profs qui étaient là. Je vais donc au ministère, je vois le directeur des sports qui me dit, voilà, monsieur Blois, on a pensé à vous, on a donné votre nom pour être directeur technique de canoë-kayak. Je tombe un peu des nues. J'aurais dit, écoutez, si un jour vous avez un poste de DTN trampoline, celui-là, il m'intéresse. Et puis, c'était le colonel Crespin. Le colonel Crespin me dit, ça viendra. Et à cette époque-là, j'étais donc resté à l'INS, où j'assurais les cours de gym pour les athlètes, puisqu'il n'y avait plus d'étudiants en éducation physique, qui faisaient l'éducation physique, mais qui n'étaient plus des normaliens, qui étaient donc des champions. Je me souviens de Guy Dru, de personnes comme ça, qui étaient des grands athlètes et qui voulaient en même temps faire le professorat. Et moi, il m'avait mis au service cinéma, parce qu'il estimait que j'avais fait des photos pédagogiques très intéressantes. Le désir de faire comprendre à l'athlète ce qu'il est, ce qu'il peut, à quoi il doit tendre, a conduit l'INS à une large utilisation du cinéma comme moyen d'autoconnaissance. Le sport n'est pas seulement la science de l'effort musculaire, c'est aussi l'art de se voir, s'étudier, se comprendre, se critiquer. Le contrôleur des finances, ayant regardé la liste, m'a dit, mais le trampoline n'est pas sport olympique, on ne peut pas avoir de DTN. Alors donc je ne pouvais pas être DTN. Alors j'étais embêté, je vois le colonel Crespin, il m'a dit, ça va s'arranger, on trouvera une solution. Et puis le directeur des sports, c'était lui je crois à l'époque, me dit, ça ne vous gêne pas d'être entraîneur national de gym? Je dis non, pas du tout. Bon, écoutez, je vous mets comme entraîneur national de gym, mais vous êtes quand même DTN trampoline. Et à partir de là, je me suis donc consacré uniquement à la fédération. J'étais donc DTN à part entière. Et je le suis resté, donc ça s'est passé en 1974 et je le suis resté jusqu'en 88, quoi. Étant à l'INSEP, tous les dimanches matins, et puis je crois un mercredi soir, on faisait des stages d'information. Et c'est là où j'ai découvert le fameux Michel Rouquette. J'ai trouvé un gars qui n'était pas du tout gym. Il faisait du vélo et puis du foot, je crois, ou de l'athlétisme. J'ai flairé la bonne touche, quoi, parce qu'il faut dire qu'un entraîneur, même s'il n'est pas, si c'est pas un sportif de haut niveau, la grosse chose qui compte, c'est le moral, c'est s'il accepte vraiment de donner. Et là, vraiment, je suis tombé, je ne pouvais pas dire un fada, mais presque un fada des trampolines, quoi. Il était passionné d'une manière affolante. Alors, il cherchait des clubs. Et alors, c'était assez curieux parce qu'il partait avec ses petits gars, son trampoline, et il cherchait à se faire héberger un peu partout. Alors, il a fait toutes sortes de municipalités jusqu'au jour où il a trouvé Bois-Colombes. Et là, le maire a flairé le passionné, quoi. Il s'est dit, ce gars-là, il fera quelque chose. Et il lui a donc donné la possibilité d'avoir un gymnase. Et à partir de là, il y a eu une petite ossature qui s'est créée. Jusqu'alors, j'avais simplement transféré mes connaissances de la gym au trampoline. C'était au plan technique, hein, c'est-à-dire la manière de faire les saltos, la manière de faire les vrilles, etc. Et là, surtout avec les vrilles, alors là, on nageait complètement parce que la vrille, quand moi j'étais gymnaste à cette époque-là, ça se limitait à un salto de mi-vrille. Hein, c'est ce qu'on appelait le twist. Et c'est tout ce qu'on savait faire. Alors il y avait les plongeurs. Et là, on a eu la chance d'avoir un bon plongeur, qui est devenu d'ailleurs, je crois, entraîneur national, c'était Bernard Pierre. Et avec lui, on a essayé de transférer les techniques de plongeon au trampoline. Il y avait des choses qui pouvaient passer, il y en a d'autres qui n'allaient pas, donc on a continué de travailler là-dessus. Mais malgré tout, les plongeurs étaient intéressés. Et le premier champion de France a été, je crois que c'est Sénéco, il était également champion de plongeon. Mais c'était une technique un petit peu spéciale, c'était le plongeon transféré au trampoline. Hein. Comme nous, on avait transféré la gym au trampo, quoi. Comme j'avais la chance de faire beaucoup de photos, de cinéma, tout ça, j'ai filmé tous les gens qui avaient un certain niveau. Dès qu'on voyait un Allemand qui arrivait ou un Anglais qui avait de l'avance sur nous à cette époque-là, on faisait plein de photos avec mon robot, qui était un appareil automatique qui permettait de faire à peu près 8 photos à la seconde. On essayait d'analyser les différentes techniques de vrille. Et tout doucement, on est arrivé à trouver une technique de vrille. Et c'est d'ailleurs très drôle. Moi, je me souviens avec Michel, pas
pas tous les mois, mais presque tous les mois, je revenais avec une nouvelle. Je dis non, on va encore changer cette forme-là, c'est pas bon, il faudra qu'on essaie de faire ça, telle chose et telle chose. Il me disait, il en avait marre, parce que tous les mois, je lui disais quelque chose de différent de du mois précédent, on cherchait, on savait pas, quoi. Bon, pour les saltos, on voyait bien, et je m'étais fixé un but. Je m'étais dit, il faudrait qu'on arrive à faire quand même aussi propre que les gyms. Et là, on a rencontré on a vu un Américain qui commençait déjà à faire du travail propre, David Jacobs, je crois qu'il s'appelait. Ça commençait à être proche de la gym, quoi, comme propreté. Et puis est arrivé un Anglais, Paul Loxon. Alors lui, en fait, correspondait tout à fait à l'idéal que nous nous étions fixés avec Michel. Et donc, on s'est dit, bon ben voilà, il faut des ouvertures, il ne faut pas tirer de la tête, il faut faire des vrilles plates, etc. Et tous ces impératifs-là, quand on a vu Loxon, on s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on cherche. Il y avait encore des petits trucs, mais enfin, c'est ce qu'on cherche. Alors, Michel, il l'a invité en vacances, il l'a pris en charge pendant les vacances, je ne sais pas avec quoi il a pu payer encore, mais enfin, c'était sûrement sur son compte, puisque nous, on n'avait pas beaucoup d'argent à la Fédé, et on a fait un film avec lui, on a pris le film, le bouquin américain, et en fait, on lui a fait faire tous les exercices qu'il y avait dans ce fameux bouquin, les 3 secondes de liberté, et ça nous a servi de base, c'est-à-dire que ça, on le projetait tout le temps, à tous nos cours, on leur montrait l'idéal qu'on cherchait. Et c'est comme ça qu'en définitive, on est arrivé à ce que le trampoline français soit en qualité vraiment au top. À tel point que j'ai réussi en fait à ce que ce soit la technique française qui serve de modèle pour le trampoline, c'est-à-dire pour les pénalisations, pour les grilles et pour tout ça. Hop. En même temps, Richard devient champion d'Europe en 73, champion en 74, de nouveau en 76. Donc on était vraiment au top, quoi. Et alors ça m'avait frappé que c'est quand Kurt Bechler m'avait dit, mais il me dit, c'est Richard ou c'est Jean-Michel? Il me dit, je ne comprends pas, ils travaillent tous pareil. Mais je dis, oui, c'est normal. C'est ça la technique française, c'est qu'on a réussi à définir une forme technique, et cette forme technique, elle est respectée d'une manière systématique par l'ensemble des compétiteurs. Toutes les modifications, c'est quand même la France qui est à l'origine, quoi. Donc ça, pour nous, ça a été formidable. Les Soviétiques utilisaient ce système-là, mais on ne savait pas comment ils l'utilisaient. C'est-à-dire que moi, j'avais vu sur un bouquin russe, d'un soviétique, il dit toujours russe, qui était un très très grand entraîneur de plongeon à Leningrad, et j'avais vu ce tapis sur la toile. Et je me dis, mais comment ils font pour sauter avec un tapis sur la toile? C'est pas possible, ça rebondit. Et puis après discussion, on s'est aperçu qu'en fait, ils jetaient le tapis, mais l'image qui était là, ce qui fait qu'on a perdu on a dû perdre au moins 2-3 ans par rapport au moment où on a vu sur le bouquin et au moment où c'est apparu. Et ensuite, c'est devenu autorisé, c'est rentré dans les règlements, comme les banquettes. Les banquettes n'existaient pas. Avant, on était 4 par heure, on mettait un par heure à chaque angle. Les cadres de trampoline étaient couverts, mais ce n'étaient pas des grands tapis, c'était des tout petits trucs qui couvraient juste le cadre. Donc les protections étaient très très réduites. Le plus dangereux au trampoline maintenant, ce sont les chutes sur la toile. Ce n'est pas les chutes en dehors de la toile, parce qu'avec les banquettes de sécurité, c'est bien rare qu'ils aillent au-delà des banquettes qui font quand même une dimension respectable. Au niveau de la Fédération internationale, j'avais la responsabilité, plus particulièrement des règlements, déjà les traductions d'anglais. Il y a une petite anecdote à ce sujet-là. Je trouvais que le règlement en anglais n'était pas toujours très précis. Il y avait toujours des possibilités de discussion. Des fois, ça pouvait se discuter, la règle pouvait se discuter. Et je les ai tellement embêtés avec ça que finalement ils m'ont dit, bon bah tu fais le règlement en français, on le traduira en anglais. Donc c'était, après pour moi j'étais satisfait parce que c'était clair, il n'y avait pas d'ambiguïté dans la règle. Et j'étais surtout responsable de l'évolution des règlements de tumbling. Après au niveau IFSA, j'avais à exposer justement la manière dont on concevait le tumbling en effité, parce qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes conceptions au niveau rigueur dans les positions.
C'était avant tout la performance, il fallait en faire un tour de plus, un tour de vrille en plus ou un tour de salto en plus, mais ce n'était pas la recherche de la perfection. Je m'étais fixé dès le départ, il faut faire aussi bien que les gyms et puis peut-être un jour aussi propre que les plongeurs. Les plongeurs, on n'y est pas arrivé, il faut dire qu'on fait 10 plongeons, nous, hein, on n'en fait pas qu'un. Donc le fait qu'on ait fait évoluer ce règlement avec beaucoup de rigueur, ça a permis justement d'obtenir maintenant une correction, pas parfaite, mais presque parfaite, quoi. Et ça, c'était, je pense, très important. Et ce qui était intéressant aussi, c'était au niveau Fédération internationale, c'était les cours de juge, c'est-à-dire qu'on était envoyés les uns et les autres en fonction des langues que l'on parlait pour développer le trampoline dans certaines régions. Il s'est trouvé que j'avais rencontré une personne, un Lorrain, un mineur, un ancien mineur. Il avait lancé une fédération de sport acrobatique. Il était affilié à la Fédération internationale de sport acrobatique, l'IFSA, dans laquelle on pratiquait l'acrosport et le tumbling. Il y avait le tumbling de la Fédération internationale de trampoline et le tumbling de l'IFSA. Et je me suis dit, il faudrait qu'on ait chez nous ce tumbling-là. Et évidemment, si nous on ne le fait pas, l'acrosport est un tellement beau sport, il sera pris par la gym et on va être coincé avec notre tumbling qui va se séparer en deux. Je discute avec le président de la fédération de sport acrobatique qui s'appelait Sotirov et qui s'appelle encore Sotirov aussi. Et il me dit, on serait très intéressé si vous pouviez venir avec nous, pas de problème. Et alors j'avais vu mon Lorrain, Monsieur Rose, Mathieu Rose, et je lui ai dit, écoute, voilà, on voudrait bien prendre les sports acrobatiques chez nous, est-ce que tu serais d'accord? Alors là-dessus, on a discuté. Au niveau de la Fédération internationale du président, il me dit, de toute façon, si vous demandez à apprendre ces sports-là chez vous, on vous le donne. Et il ne faisait pas, on n'était pas très lourd, mais lui était vraiment ultra léger. Donc, il n'y a aucun problème, ça passera chez vous. Il restait de faire admettre cette chose-là au niveau de la Fédération française. Ça a été décidé en Assemblée générale et tout le monde enfin la majorité des gens a voté pour qu'il y ait fusion de ces sports-là avec les autres et changement du titre qui avant était FFST, Fédération française des sports au trampoline. Pourquoi des sports? Parce que il y avait un autre sport qui se pratiquait qui s'appelait, je ne sais plus comment, où on jouait au ballon avec un trampoline. Et donc elle est devenue FFTSA, Fédération française de trampoline et des sports acrobatiques. J'ai proposé à la Fédération internationale d'organiser un championnat du monde. Mon rêve, c'était de faire les championnats du monde de trampoline et de sport acrobatique en même temps à Bercy en 86. Et je n'ai pas pu l'obtenir. Mais je n'ai pas voulu lâcher le morceau, ce qui fait qu'il y a eu le championnat de trampoline à Bercy et il y a eu le championnat de sport acrobatique à Rennes. C'est Georges Rivoal qui avait arrangé, préparé tout, organisé tout au niveau du championnat, ça a été impeccable. Et le président me dit, bah, écoute, c'est Georges Nissen, parce que Georges Nissen, qui est le père du trampoline, avait été plus ou moins chassé par le président allemand, Erich Kinzel, et était parti vers les sports acrobatiques. Et là, je retrouve Georges Nissen, qui était un ami, qui me dit, Pierre, il faut que tu viennes avec nous à l'IFSA, aux commissions techniques, ce sera intéressant pour le rapprochement des deux fédés. Moi, je dis, d'accord. Alors, je suis donc rentré à la commission technique internationale de l'IFSA. Et j'étais déjà à la commission technique de la FIT depuis 1972. Autrement dit, j'étais l'homme qui était sur les deux trucs. Donc, celui qui était supposé rapprocher. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de rapprocher les règlements de tumbling. On peut dire qu'on marchait bien, quoi. On était quand même, à cette époque-là, la nation la plus en pointe. Parce qu'on avait quand même, non seulement il y avait Lionel Pioline, ou bien Richard, mais il y avait du monde derrière. Hein. Par exemple, à Johannesburg, au premier championnat du monde, Richard était numéro 1, mais Gilles Lepré, c'était 4e, et puis Jean-Michel Bataillon avait peut-être 5 ou 6. Quoi. Donc, c'était vraiment, on pouvait dire qu'on avait une équipe vraiment de poids. Hein. Puis après, bon, bah, il y a eu, les Russes sont arrivés, enfin, les Soviétiques sont arrivés, et là, évidemment, ça s'est bagarré, mais enfin, ça n'a fait que monter le niveau, et on était toujours en très bon résultat. Le problème de Richard, si on prend le cas de Richard, c'est peut-être un petit moins Lionel,
c'était qu'il était irrégulier, quoi. Moi, j'avais la manie de faire des statistiques, c'est-à-dire que quand on allait à un championnat, on avait une chance sur 50 à peu près qu'il finisse son exercice. Mais on savait que s'il finissait, il était champion du monde. Est arrivé Lionel Pioline. Michel croyait énormément au cycle de 10 ans. Et effectivement, 74, Richard Tison, 84, Lionel Pioline, 76, Richard, 86, Lionel. Michel s'est arrêté, on s'est arrêtés tous les deux en 88, quelque chose comme ça, quoi. Il nous est venu à l'idée, une année, c'était en 80, je crois, de créer une opération, une manifestation qui s'appelait Acrotrampe. Et l'objectif de cette organisation, cette manifestation, était de montrer que le trampoline était à la base de très nombreux sports. Alors qu'est-ce que l'on a fait? J'ai travaillé avec le docteur Denis Barrault, et on a donc monté cette opération avec la gym, le plongeon, le ski acrobatique, le parachutisme, l'acrosport, le tumbling, le trampoline, c'est à peu près ça. Et on a fait venir des athlètes de chacun de ces sports et les entraîneurs et les médecins. Alors, ça se déroulait comme ça. On avait des colloques, soit de techniciens, soit des colloques médicaux, qui étaient donc mis en route avec Denis Barrault. Ils finissaient un thème pour ça, et on travaillait là-dessus, et on faisait venir les médecins les plus compétents dans ce domaine. Et donc, on a fait ça une fois à Dinard, 2 fois aux Arcs et 1 fois à Tignes. Au ministère, ils ont dit que c'était sensationnel d'avoir réussi à réunir toutes les fédérations et que ce soit la plus petite qui en soit à l'origine. Alors la première fois à Dinard, c'était sur les méthodes de jugement. Comparer comment le jugement du plongeon avec le nôtre, le jugement du ski acrobatique, c'est le saut avec les nôtres. Et puis les autres années, quand j'ai eu le contact avec Denis Barrault, je me suis dit, dans le fond, ce qui serait bien, ça serait de faire quelque chose au niveau médical. Alors, on a choisi différents thèmes. Le premier thème des Arcs, c'était les pertes de figure. Alors là, on avait le professeur Paillard. Une autre fois, on a fait des problèmes sur le stress, des choses comme ça. Puis la dernière fois, c'était sur des problèmes de biométrie. Ils faisaient les conférences le matin, en présence de tous les entraîneurs, tous les directeurs techniques qui étaient là, et puis des compétiteurs que ça intéressait. Et puis l'après-midi, on les emmenait faire du ski partout. Moi, j'avais fait des statistiques sur les systèmes de jugement. On avait fait des expériences à distance au point de vue cardiaque. J'avais fait mettre en place, grâce à Moreau, voilà, qui était un ancien étudiant, il m'avait mis au point. Parce que ce que je voulais, tu sais, la synchro, ça marche sur les décalages. Alors, il m'avait mis des systèmes avec des cellules, on mesurait les décalages et on avait immédiatement la note. En fonction du temps et de la vitesse d'arrivée à la toile, on savait exactement la hauteur. Non seulement je m'en servais pour la synchro, mais je m'en servais pour l'entraînement. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, ça me permettait, sur tous les sauts, d'ailleurs je pourrais vous montrer les chiffres, ça permettait de se rendre compte quand il y avait des baisses de niveau, parce que j'avais immédiatement le temps passé dans la toile, le temps passé dans l'espace et la hauteur atteinte. Donc, s'il venait du dos ou s'il venait du ventre, c'est sûr qu'il montait moins haut. Mais quand il y avait des baisses d'amplitude, il fallait voir si c'était parce qu'il y avait un problème de fatigue, ou bien si c'est parce que l'enchaînement était mal combiné, c'est-à-dire que la figure qu'on avait choisie, qui succédait à la précédente, n'était pas une bonne figure et qui ne permettait pas de retrouver la même hauteur. J'avais un écran sur lequel je pointais les arrivées et ça permettait de voir les déplacements sur certains sauts et pas sur d'autres. C'était formidable, quoi. Alors on s'était dit, il faudrait qu'on fasse un petit truc, un petit test pour attirer les jeunes à faire comme les étoiles du ski, les chamois et tous ces machins. Et alors là, on va mettre en place les kangourous. Alors, il y avait les kangourous bleus, blancs, rouges, etc. Et puis après, on s'est dit, ça c'est bien, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on essaie de faire une opération au niveau national, la tournée des plages. J'avais pris contact avec l'association des profs de plage. Puis là, on avait dit, voilà ce qu'on veut faire, on va essayer de développer le trampoline, de le faire connaître. Vous avez des trampolines sur vos plages, donc essayez de vous donner des notions de sécurité, de qualité de travail. Et beaucoup nous ont répondu favorablement, et tous les gens qui nous avaient répondu favorablement, donc la tournée s'est faite avec des jeunes de l'équipe, et
ça a eu du succès. La seule chose qui nous permettait de vivre, c'était les subventions d'une part et les démonstrations. Mais les démonstrations, il fallait les faire. Hein, il parcourait la France entière avec son camion, sa remorque. Et puis les jeunes là-dedans, c'était quand même pas facile. Quand on voyait la vie qu'avaient les autres athlètes, moi je me souviens quand Richard était à l'INSEP, puisque j'avais réussi à obtenir que le trampoline figure parmi les sports qu'on pouvait choisir pour le professeur adjoint. Et bon, bah, lui, il avait un vélo, les tennismen, ils roulaient en Porsche. Donc on a compris tout de suite la différence d'esprit, de diffusion et d'importance que ça peut avoir au niveau des médias et du public, quoi. Et Claire Meyer, elle m'avait contacté pour me dire on voudrait justement filmer Acrotramp, parce que je pourrais vous montrer des photos, c'est quelque chose de fabuleux. Tu vois Richard, on emmène le trampoline, on l'a emmené à 3200 mètres, on a emmené le trampoline avec l'hélico, on a posé l'hélico, il faisait ses démonstrations. Il a fait le saut le plus difficile de l'époque, c'était le full, qui avait été créé par lui et qui a été réalisé à l'endroit le plus haut du monde. On a fait la même chose avec l'Aiguille du Midi, avec le petit Schwertz. Je crois que c'était le plus beau qu'on ait jamais eu au point de vue qualité de travail. C'était d'une perfection. Puis avec les plongeurs, on a travaillé, puisqu'on avait la chance d'avoir Bernard Pierre, et puis je ne sais pas si vous voyez, dans la piscine à l'INS, il y avait un trampoline à l'époque. Et lui me disait qu'il y avait des problèmes, que les impulsions étaient différentes, c'était pas idéal pour lui, et puis les problèmes de rentrer dans l'eau, quoi. Et alors les parachutistes travaillaient avec nous, là. Par exemple à Acrotramp, on avait toute l'équipe de France de parachutistes militaires qui venaient avec le Puma. Mais là c'est pareil, on n'a pas eu les médias comme on aurait les avoir. On avait invité des journalistes, il en est venu quelques-uns. Il aurait fallu que les autres sports jouent le jeu. Si le ski avait joué le jeu et si la gym avait joué le jeu, je crois qu'on aurait quelque chose. Au niveau des médias, et même du public en général, quand on disait qu'on faisait du trampoline, les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc il fallait à chaque fois expliquer, c'est un cadre avec une toile, avec des ressorts, etc. Et puis un jour, je ne sais plus quelle année exactement, Richard et Jean-Michel avaient été invités par Bouvard dans une émission de variété à laquelle participait Gérard Lenormand d'ailleurs. Et catastrophe, il est sorti et on l'a vu tomber sur le sol. Et à partir de ce jour-là, le mot trampoline était connu dans le monde. Autrement dit, c'est grâce à Bouvard qu'on a su ce qu'était le trampoline. Alors on a eu un truc qui a marqué beaucoup aussi, c'est les coulisses des exploits. L'histoire du trampoline remonte aux années 30 aux États-Unis. Les premiers championnats américains datent de 1908. L'arrivée en Europe se situe entre 1956 et 1957. Aujourd'hui, la Fédération internationale de trampoline groupe 18 pays, dont la France, entrée 11e, et l'URSS en cours d'affiliation en ce moment même. Après, on a eu un autre qui s'appelait Pesanteur, c'était aussi une émission sur le trampoline. On a dû avoir à peu près trois films, et alors de 10 minutes, à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et ça, je crois que ça nous a aidé énormément. Ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'ils utilisaient les images de trampoline pour des pubs. Donc c'est qu'ils savaient l'impact que pouvait avoir le trampoline. Et on n'avait jamais de retransmission dans les championnats. La seule grosse émission qu'on a eue, c'est les championnats du monde en 86 d'acrosport sur FR3 Bretagne, où ça a duré la semaine. C'était vraiment une histoire de copains qui s'est mise en route avec des moyens, chose positive, indiscutablement. Première chose, on est aux Jeux Olympiques, ça c'est très important. La deuxième chose, nos athlètes sont quand même beaucoup plus aidés, parce qu'il y a des moyens que nous n'avions pas. L'objectif qu'on avait, c'était de devenir un jour olympique, et je me souviens, c'était au CIO, on avait une réunion de la Commission technique internationale avec Samaranch, et Samaranch nous avait dit j'ai eu l'occasion de voir une démonstration de trampoline, c'est vraiment un sport magnifique. En plus de ça, on avait mis le paquet au CIO, il y avait tous les meilleurs mondiaux qui étaient là. Il a dit je ne peux rien faire, c'est impossible d'avoir un nouveau sport. Par contre, il est possible qu'une nouvelle spécialité apparaisse dans un sport qui est déjà olympique.
Et ce qui signifiait que si la Fédération internationale de trampoline disparaissait et passait à la FIG, de gymnastique, il n'y avait plus de fédération française. Donc on a eu quelques places pour le trampoline. Mais il y a trampoline individuelle uniquement, il n'y a pas de trampoline synchro. C'est dommage parce que au point de vue spectaculaire, ça paye. C'est quand même positif, quoi. Mais enfin, c'est vrai que ça fait drôle, quoi, de penser qu'on n'existe plus, quoi. Après, quand même, pendant de l'année, moi, je sais pas, j'ai commencé donc en 59 le trampoline. J'y ai passé quelques années dans le truc. Et puis bon, bah, je peux me considérer un peu comme le père du trampoline français.